Bonjour. Inflation énergétique, accélérateur de transition. Alors, en fait, la Banque Postale a fait une étude intéressante sur l'inflation énergétique, son impact, le filet de sécurité et ce que ça change pour la transition environnementale. À ce propos, j'ai voulu poser quelques questions à Luc-Alain Verviche. Bonjour Luc-Alain. Bonjour Eric. Première question, de quel montant parlons-nous ? 1,2 milliard, c'est l'augmentation des dépenses énergétiques dans les collectivités locales en 2022 par rapport en 2021. Et c'est un montant supérieur à l'augmentation des 11 années précédentes. Autrement dit, c'est vraiment le phénomène qu'on avait, évidemment que tout le monde avait vu naître l'année dernière avec l'inflation des prix de l'énergie, qui avait d'ailleurs commencé à l'automne 2021, mais qui évidemment a été très fortement accélérée par la crise géopolitique. C'est un impact absolument important sur les budgets des collectivités locales. Et c'est un impact dont on va voir d'ailleurs qu'il n'est pas complètement fini, puisque naturellement, même si les prix de l'énergie sont en baisse aujourd'hui, et on a une petite partie dans notre document qui le montre très bien, il y a quand même une réalité aujourd'hui, notamment contractuelle, qui demeure. Et puis, bien évidemment, c'est quelque chose qui a eu d'autant plus d'importance que ça représente quand même, il faut s'en souvenir, au départ, à peu près 10% des charges à caractère général, et que les charges à caractère général, c'est évidemment quelque chose de relativement rigide, donc un impact fort sur les budgets locaux en 2022 et qui va perdurer en 2023. Avec des effets contrastés selon le cas. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait identique d'une collectivité à l'autre, on va le montrer, et puis d'une catégorie de collectivité à l'autre aussi, notamment parce que dans certains cas, les dépenses d'énergie ont été supportées par des partenaires. Je ne parle pas nécessairement des associations, mais par exemple, on peut citer les collèges, les lycées, les établissements sociaux, médico-sociaux, les opérateurs dans un certain nombre de compétences, notamment en matière de mobilité, par exemple, ou en matière de gestion des déchets ménagers, où là, l'augmentation des prix du carburant, par exemple, ou tout simplement l'augmentation des prix de l'électricité ou du gaz, ont eu un effet sur les budgets des structures en question, lesquelles, étant financées par des collectivités locales, eh bien, voient les collectivités locales parfois avoir fait une partie de l'effort de soutien en 2022, mais cet effort se poursuit en 2023. On a consacré un petit bout, si je puis dire, de la publication, justement au traitement des dépenses, des dotations globales de fonctionnement au collège et au lycée. Et on voit bien cet effet d'accélération sur 2 ans qui est assez marqué en la matière. Contrastes qui sont également géographiques, qui dépendent des types de charges, des renouvellements de contrats. Dans des territoires qui sont plus marqués par un climat de type océanique, avec des températures qui restent finalement assez encadrées, on a des dépenses d'énergie qui sont structurellement un peu moins importantes que dans des départements de montagne, par exemple. Et puis, deuxième phénomène, et ça, c'est tout à fait clair dans l'évolution des prix de l'énergie, des dépenses d'énergie entre 2021 et 2022, par cette fois strate de population, on a des communes, et notamment les communes d'une population, je dirais comprise, pour faire simple, entre 3 500 et je dirais 50 000 habitants à peu près, où l'augmentation a été plus marquée parce que ce sont des collectivités locales qui, d'une part, n'ont pas été protégées en 2022 par toutes les règles relatives au bouclier tarifaire et qui, en outre, subissent les conséquences de la présence chez elles d'équipements de proximité, d'équipements de centralité, d'un certain nombre d'équipements publics. On a beaucoup parlé des piscines à l'automne dernier. Bon, c'était peut-être un peu un épiphénomène, mais ça traduit quand même une réalité. C'est que toutes les communes ne sont pas exposées de la même façon à l'inflation énergétique. Et ça, on a effectivement un autre graphique qui le montre assez bien, avec cette variation plus ou moins importante en fonction des strates de population. Maintenant, c'est vrai aussi, l'hétérogénéité, elle est
Elle est au niveau individuel, ça dépend aussi beaucoup, on va y revenir bien sûr, des efforts propres qui ont été déjà dégagés en matière d'économie d'énergie. Ça dépend évidemment des calendriers dans lesquels les contrats de fourniture ont pu être passés. Il y a des communes qui ont été très fortement protégées parce qu'elles avaient signé par exemple des contrats en 2021, et puis il y en a d'autres qui se sont retrouvées en pleine négociation, je dirais au mauvais moment. Donc ça explique aussi ces grandes différences. Et le filet de sécurité de l'État est-il opérationnel, suffisant? Alors qu'il soit opérationnel, c'est indiscutable. En tout cas, le filet prévu dans la loi de finances rectificative d'août de l'année dernière, c'est celui qui, en fait, vise à compenser dans un certain nombre de conditions de taux d'épargne brute, de niveau de potentiel financier ou fiscal, de diminution de l'épargne brute entre 2021 et 2022, et puis de cause de cette diminution. Donc, c'est un filet qui compense, en fait, une partie de l'augmentation des dépenses énergétiques et alimentaires et une partie des dépenses de personnel, hein, pour tenir compte de l'augmentation du point d'indice qui avait été décidée l'année dernière. Et ce filet-là, il fonctionne. Nous, on estime, alors on est un peu en discussion sur les volumes, mais globalement, il devrait être consommé à hauteur de 350 à 400 millions d'euros. On verra les chiffres définitifs puisque c'est aux directions départementales des finances publiques qu'il revient désormais de faire les calculs sur la base des comptes de gestion 2022 et de l'ensemble des éléments. Euh, bon, donc, par rapport à l'enveloppe qui avait été votée de 430 millions d'euros, on peut dire effectivement qu'elle a correspondu à ce qu'on voulait. Maintenant, il n'en reste pas moins que c'est une minorité de collectivités locales qui vont en bénéficier parce que, bah, évidemment, les conditions étaient relativement exigeantes. Il faudra voir ce qu'il en est pour le filet de sécurité 2023 et pour toutes les autres dispositions. Le rétablissement pour un an du bouclier tarifaire, donc sur toutes les communes qui juridiquement y ont droit ou pourraient y avoir droit si elles n'avaient pas décidé d'en sortir. Ce qu'on a appelé l'amortisseur électricité aussi, qui vise à faire prendre en charge par l'État une partie des coûts énergétiques au-delà d'un certain montant. Et puis donc un deuxième filet de sécurité qui a été mis en place. Alors lui qui fonctionne de façon assez différente, hein, puisqu'il lie en fait l'évolution des dépenses énergétiques à l'évolution des recettes, de façon à considérer que, et on le sait, avec notamment l'augmentation euh, la revalorisation forfaitaire extrêmement importante des bases de foncier bâti, bah, beaucoup de communes vont quand même bénéficier effectivement d'une augmentation non négligeable de leurs recettes fiscales. Donc le deuxième filet de sécurité, qui a été voté à un niveau budgétaire sensiblement plus important, il faudra voir concrètement comment il fonctionne. Pour l'instant, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Et tout ceci accélère la transition écologique. Et ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est qu'il y avait déjà eu des efforts dans les années 2010 et qu'aujourd'hui, ces efforts, bien évidemment, ils restent insuffisants. Donc, pour nous, c'est vrai que la crise est un moteur. C'est un moteur d'accélération parce qu'on voit mal les collectivités locales se contenter finalement de subir la hausse des prix sans rien faire. C'est d'ailleurs ce qui est traduit dans un certain nombre de décisions déjà prises à beaucoup de niveaux, et on a illustré ça notamment par les mesures prises dans le domaine éducatif, hein, vis-à-vis des établissements publics locaux d'enseignement, avec tout ce qui relève d'abord de la sobriété énergétique. C'est aussi quelque chose sur lequel on a demandé à l'association Amorce de nous apporter son éclairage. La sobriété énergétique, tout ce qui relève de la performance énergétique, évidemment la mise en place aussi de dispositifs de production propre d'énergie, notamment par l'installation, on le sait, qui est encouragée par la loi de panneaux solaires. Ce sont quelques exemples, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit véritablement cette démarche un peu globale, illustrée, alors on l'a montré par une commune et un département, autour de schémas qui s'engagent véritablement dans des logiques de pilotage complet de la transition énergétique, sans parler évidemment
évidemment de l'aspect, lui, beaucoup plus coûteux à moyen terme que sera la transition énergétique dans les bâtiments. On sait à quel point c'est une exigence très forte. En tout cas, c'est clairement, nous semble-t-il aujourd'hui, comme assez souvent dans le cas d'une crise, hein, un facteur finalement de motivation. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.